À quelques lieues de Tunis s'étale le cimetière juif de la ville. Ici, plus de 20 000 tombes vous contemplent. Les plus vieilles remontent au XIXe siècle. Donc cette tombe est différente des autres, vous le voyez, elle est mieux entretenue. Et en même temps, c'est ce qu'on appelle une guéniza, c'est-à-dire qu'à l'intérieur sont enterrés des Torahs qui ne sont plus utilisables par le fait qu'ils ont été dégradés, quoi que ce soit. Donc sur le côté, vous avez un texte qui marque Guéniza Shel Torah. Tombes de rabbins et de notables, tombes ordinaires, tombes de femmes et d'enfants, pour la plupart oubliées, parce que les parents et descendants sont partis et ne sont plus revenus. C'est là aujourd'hui le principal lieu de la mémoire juive de Tunis. Le cimetière de Borgel offre aux visiteurs un visage d'un lieu oublié, presque désaffecté, devenu une trace dans la trace, parce que tout simplement, la plupart des juifs de Tunis ne sont plus là. De simples pierres tombales à même le sol, tel un tapis de pierre. Des inscriptions en judéo-arabe, à peine lisibles, permettent de déchiffrer le nom du défunt, son âge, parfois le drame de sa mort. Dans la mort, l'espace est partagé, d'un côté les hommes, de l'autre les femmes. Ces tombes bien construites rappellent celles du cimetière chrétien. Les Juifs granats d'origine ibérique ou livournais constituaient la communauté la plus riche, la plus moderne de la ville. Une élite installée à Tunis depuis le XVIIe siècle. Même dans la mort, les Livournais ne voulaient pas se confondre avec les Juifs touensa. Ces ruines du mur qui séparaient ces deux mondes illustrent ce qu'étaient les rapports entre les deux communautés dans la vie. Les marbriers juifs de Bab el-Khadra, tels les Boukhobza, les Roselaines, se sont ingéniés pour pousser l'architecture funéraire jusqu'aux limites de l'art. Des dessins, gravures, ornaient les dalles en donnant un sens à chacune. La vie brisée d'un jeune est représentée par cette branche cassée. Les tombes des piliers de famille ravis à l'affection des leurs sont décorées d'une colonne brisée. Ces mains avec des doigts ouverts, tels des cierges, sont les marques distinctives des tombes des Cohen. Ces pieux personnages, gardiens de la mémoire sacrée. Dans son école au Becker. Beaucoup parmi les juifs livournais étaient des francs-maçons. Leurs tombes portent le symbole de cette appartenance, l'équerre et le compas croisés. Habiba Msika, grande chanteuse et diva de Tunis, dont la mort tragique, brûlée par un amant désespéré, ne fit que donner à son mythe encore plus de mystère et de sacralité. Enfin, la tombe est toujours là, belle, symbolique. La photo de Habiba Msika a disparu.
Elle a dû être prise par un admirateur. Voilà, Vive Msika, grande vedette tunisienne, assassinée lâchement. Le 21 février 1930, à l'âge de 27 ans. Voilà. Elle a été brûlée vive dans son lit. Soupirant, il y avait une équipe qui était tout le temps avec elle, qu'on appelait Askar el-Lil, les soldats de la nuit qui étaient ses gardes du corps. Mais c'était une femme très volage, elle avait beaucoup d'aventures et tout. Et un homme qui n'était pas un bel homme, qui n'était pas du tout de son style, qui était un commerçant mais très riche, était amoureux fou d'elle. Et il faisait tout pour la combler, il lui offrait des cadeaux, elle l'a accepté, etc. Et puis un jour, elle en a eu marre. Et elle a demandé à sa tante, qui était un peu sa maîtresse de maison et confidente, ils vivaient ensemble, elle lui a dit, quand il viendra la prochaine fois, ne le laisse pas rentrer, je ne veux plus le voir. Et un jour, ce monsieur est venu, il a réussi à persuader la tante de la laisser rentrer. Il avait un couffin en disant, j'ai apporté des bijoux et des cadeaux à Habib et tout ça, elle l'a laissé rentrer. Et c'est vraiment une fin d'une grande comédienne, c'est une tragédienne, qui finit dans une tragédie. C'était parmi les élites juives que les beys de Tunis recrutaient leurs trésoriers et fermiers, leurs fournisseurs parmi les artisans et leurs médecins. Des noms comme Shammem, Attal, Roslaine, Valenci, Nataf, Castelnovo, Lombroso sont devenus familiers à la cour des beys. Gabriel Valenci, grand dignitaire de la cour bellicale, n'était qu'un maillon dans la longue chaîne des grands dignitaires juifs du Makhzen husseynite qui ont illustré cette étroite association des élites juives à l'état bellical depuis le XVIIIe siècle. Ici, il y a une représentation sur la tombe des différentes décorations qu'il est. Maintenant, nous allons essayer de retrouver la tombe de ce qu'on appelait Tpib Shalom, le docteur Sialom, qui était un médecin pauvre et médecin des pauvres. Il était pauvre parce qu'il ne soignait que des pauvres. Il ne prenait jamais d'honoraires. Et il était connu aussi bien de la communauté juive que de la communauté musulmane ou autre, parce qu'il était connu comme étant un médecin qui soignait sans prendre d'honoraires. La tombe de deux frères qui étaient les célèbres fabricants de matzot de Pessah tunisienne, qui sont symbolisés tout en haut, vous pouvez la filmer là tout en haut, cette galette, qui a été pour nous autres Tunisois, et peut-être Tunisiens, mais moi en tant que Tunisois, notre martyr pendant la période de Pessah. C'était des matzot extrêmement dures, extrêmement épaisses. Certaines femmes ont fini par découvrir le secret de les faire cuire un peu à la vapeur pour qu'on puisse les manger. Les personnes âgées ne pouvaient pas les manger, leurs dents partaient avec. Et donc, bon, mais on a ce goût dans notre bouche encore aujourd'hui, 50 ans après. On ne les retrouve plus nulle part. C'était les galettes de Tunis. Alors ici, vous avez la tombe du grand rabbin Mordechai Meïs Cohen, un des derniers grands rabbins de Tunis, qui est mort en 1974. Et juste à côté, vous avez aussi la tombe d'un rabbin qui était fort connu, qui œuvrait beaucoup et dont la synagogue était la synagogue de la Marsa. Synagogue de la Marsa qui est un monument absolument exceptionnel et extraordinaire. Le rabbin Yom Tov Khalfon, qui en réalité est Yom Tov Khalfon, qui est mort en 1977 et qui était le dernier rabbin de la synagogue de la Marsa. Pérez, qui était un boxeur judéo-tunisien qui est mort en déportation, qui a été assassiné particulièrement en déportation. Il avait été champion du monde, ça a été le premier champion du monde de boxe tunisien et il est mort dans des conditions atroces. Les nazis le faisaient combattre alors qu'il était poids plume contre des poids lourds et des boxeurs beaucoup plus puissants que lui. Ils l'ont tué à coups de poing et d'épuisement. Là, au fond d'une allée quelconque,
sur le mur d'un garage désaffecté, une inscription à peine lisible dédiée à Young Perez, héros précoce de la boxe tunisienne, déporté et mort assassiné dans les camps nazis. Il mérite mieux que cette pierre grisâtre. C'est un monument aux morts israélites de la Grande Guerre. C'est un monument qui date des années 20 c'est le fruit d'une toute une campagne qui a été menée par le journal La Justice et par tout un groupe d'anciens juifs qui avaient participé à la guerre. On va faire, à partir de 1919, des monuments aux morts dans toutes les villes de Tunisie. L'intérêt de ce monument que vous voyez dans le cimetière, il est au carrefour des deux grands carrés qui caractérisent le cimetière. Le quartier, donc là, le carré Grana et le quartier des Touansa. Et là, c'est le point de rencontre. Vous voyez des portes d'accès du côté Grana et du côté des Touansa. On a l'impression au niveau du site du monument, comme si c'est le côté civil, le côté mutation, émancipation de la communauté juive qui va rallier les deux communautés. Il semble que c'était les premiers à commencer à faire, ce sont les juifs livournais, mais là c'est une initiative qui dépasse les anciens clivages pour en faire un monument. C'est-à-dire lorsqu'on consulte le journal La Justice, il y a eu plusieurs oppositions, des retards dans l'accomplissement, des critiques aussi sur la forme architecturale prise, qui ressemble un peu à une coupole de marabout. Et donc ça a été longtemps discuté, la formule choisie, mais finalement on s'accorde, il va avoir toute son importance, surtout par la suite. Mais à mon sens, il marque l'intégration ou bien le passage, l'évolution des Juifs de Tunisie dans une nouvelle phase au niveau de la commémoration. Ce n'est plus la commémoration seulement des rabbins, ça va continuer bien entendu, mais là c'est autour de causes qui dépassent le caractère communautaire. Et par la suite, quelques années après, même pas 15 ans après, il va y avoir deux monuments. Le bureau de 1947 de la Caisse mutuelle des secours des travailleurs juifs avait décidé d'édifier ce monument à leur mémoire. Les Allemands qui avaient coupé la Tunisie de novembre 1942 à mai 1943, ils ont obligé tout d'abord les Juifs et ensuite des musulmans à faire du travail, disons un peu obligatoire et forcé, pour les aider à faire des nouveaux terrains d'atterrissage. Donc il y a eu ce premier monument qui date de 1947. Ensuite, il y a eu un autre monument, cette fois-ci pour les déportés. L'inauguration s'est faite au mois d'avril 1948. C'est Elina Taf qui fait le discours de la communauté pour célébrer la participation de ces déportés. Ensuite, les morts pour la France, ceux-là qui avaient participé après 1943, après la libération de Tunis, qui s'étaient engagés dans les armées françaises pour libérer la France, etc. Donc après 1943, 1944. Donc, mais on peut dire que ce carré-là, c'était le carré laïque, disons, exprimant une nouvelle situation et des Juifs dans l'histoire moderne, donc au départ. Mais, comme il a été tout à l'heure dit par Joseph Krief, donc il y a les rabbins qui vont suivre donc, de ce côté-là. Donc, tous ces rabbins-là ont été transportés de l'ancien cimetière de l'avenue Roustan au moment de sa désaffectation définitive à partir de 1957. Donc, il y a une légende pour Rabbi Haïtaïeb. Comme vous pouvez voir, les bouteilles de Boucha décorent
son sanctuaire, je dirais. Ce sanctuaire a été aménagé récemment parce que, comme je vous le disais précédemment, ce pèlerinage apporte beaucoup de monde. Chacun veut allumer des bougies. Et l'histoire du rabbin Hay Taïeb, l'Omet, la légende le dit, ce que je connais, c'est que ce rabbin était un rabbin qui vivait chez sa mère et qui était un très grand érudit, mais qui était aussi très amoureux de la boukha. Et qui buvait pas mal. Et il faisait ses écrits qu'il gardait dans sa chambre. Et il avait interdit à sa mère de toucher ses documents. Et un jour, sa mère est rentrée, elle en a eu marre de ce désordre, et là, c'était des papiers qui étaient traînés par terre, elle a nettoyé, elle a brûlé beaucoup de documents. Et lorsqu'il a vu ça, il a attrapé une crise de nerfs. Depuis ce jour, il s'est mis à boire encore plus. Donc on connaissait l'amour du Rabbi Hay Taïeb Lomet pour la boukha. C'est pour ça que chaque année, à sa ziara, on amène la boukha qu'on lui renverse sur sa tombe. On met des amandes, des bougies, ce qu'on appelle les mendiants en français. Et on commémore sa mort. Alors pourquoi Lomet? Parce que lorsqu'il est mort, on l'a enterré. Donc le marbrier a écrit sur sa tombe Rabbi Hay Taïeb Met est mort à telle date, etc. Et la légende raconte que le soir de son enterrement, Rabbi Hay Taïeb est venu voir le marbrier et l'a engueulé en lui disant « Comment tu marques sur ma tombe Rabbi Hay Taïeb Met? Je m'appelle Hay, je ne suis vivant, comment je ne peux pas être mort? Donc tu dois immédiatement modifier ça. » Et la légende raconte que dans la soirée ou le lendemain, le marbrier est venu rajouter entre Met, Rabbi Hay Taïeb Met, Lomet, donc n'est pas mort. Et jusqu'à aujourd'hui, vous voyez là, c'est écrit Rabbi Hay Taïeb Lomet, n'est pas mort. Alors maintenant, je vais vous présenter Am Saad, celui qu'on appelle Am Saad, qui est le gardien du cimetière depuis 1959, soit un demi-siècle. Il est toujours là, présent, fidèle à son poste. C'est un personnage qui fait partie de la communauté juive tunisienne, et qui connaît tous les morts et tous les vivants de Tunis. Tout le cimetière, نعرف كل شيء. Je connais beaucoup le cimetière. اللي عملت له البلان بتاعها والكاريات. Cela fait plus de 50 ans que je veille sur ce lieu. Je me suis occupée de tout, et particulièrement des temples de saints dans Hay Taïeb. J'ai même refait la faïence. À un certain moment, ils voulaient l'emmener à Marseille. Je me suis opposée en leur disant « C'est ici qu'il est né, et c'est ici qu'il restera ». Ils ont fini par comprendre, et maintenant, ils organisent des ziyaras à ce grand saint bien-aimé. Le pèlerinage annuel